Âgé de 44 ans, notre invité originaire de la région du Zanzan, dans l'Est ivoirien, est un chef d'entreprise qui a fait la grande partie de son cursus scolaire en Côte d'Ivoire. Marié et père d'un enfant, l'homme est convaincu qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice ivoire. Il a candidaté à l'élection présidentielle de 2020, ici en Côte d'Ivoire, en vue de construire, dit-il, une vraie démocratie, une prospérité remarquable et une souveraineté sans faille. Il a par ailleurs été candidat aux législatives 2021 à Tanda pour un parlement honorable et crédible, gage du bien-être des populations. Ce quadragénaire entend apporter des solutions concrètes dès son accession à la magistrature suprême. Entre autres idées qui caractérisent son projet, faire de la Côte d'Ivoire un État fédéral. Pourquoi, comment et avec quels moyens? Sans réserve, ce soir, reçoit M. Fieni Kofi Kevin, président du mouvement citoyen pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté, créé en 2019 et devenu parti politique en 2021. Bonsoir, M. Fieni. Bonsoir, M. Derasouba. Comment vous allez? Bien, je vais. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs et internautes de suivre ce portrait. Sans réserve, reçoit ce soir Fieni Kofi Kevin. L'homme d'affaires à la tête d'une entreprise de communication est aussi le président du parti politique Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, pour la prospérité et la souveraineté. À 43 ans, ce natif de Guendé, dans la sous-préfecture de Tanda, ambitionne diriger la Côte d'Ivoire avec son projet phare, celui de faire du pays une république fédérale. Son parti a tenu sa première assemblée générale le 30 septembre 2023 à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au terme des travaux, Fieni Kofi Kevin a été désigné candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Depuis, il multiplie les tournées, notamment dans le district du Zanzan, au nord-est du pays, pour inciter les populations à adhérer à sa vision. Dans son projet de société, outre la décentralisation, il prévoit une réforme du système éducatif. Mais à quelle fin? À 8 mois du scrutin présidentiel, Fieni Kofi Kevin pourra-t-il relier les Ivoiriens à sa cause? Lui, dont la candidature n'a pas été validée en 2020, a-t-il les arguments qu'il faut? La République fédérale qu'il entend créer n'est-elle pas une vue de l'esprit? Quelles sont ses ambitions pour maintenir et améliorer le dynamisme économique du pays? Fieni Kofi Kevin répond sans réserve à toutes ces questions face à Ali Tiarasouba. Monsieur Fieni Kofi Kevin, quand on entend ce que vous dites aux populations dans vos tournées, comme on vient de le voir à travers ces images, quand on lit vos propositions pour la République de Côte d'Ivoire, on se demande mais pourquoi aller vers un État fédéral? Qu'est-ce que vous reprochez au régime de gestion actuel de la Côte d'Ivoire? Je vais plutôt dire que nous pensons que nous avons mieux à proposer. Et ce mieux-là, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. C'est beaucoup avantageux. Et je pense que pour ce qui est avantageux, il ne faut pas s'en passer. Voilà déjà l'une des motivations. En quoi est-ce que c'est avantageux? Déjà, avec une république fédérale, on pourra avoir la répartition dans le bon sens des pouvoirs. On va éviter ainsi le cumul des pouvoirs et même des postes. Voilà, c'est de permettre à ce que, au-delà même de la gouvernance, que ça soit bien partagé au niveau des districts, par exemple, que nous avons déjà en nombre de 14. Et déjà, parlant de districts, c'est justement ces districts-là que nous allons transformer et les fédérer. Voilà. Ces districts vont prendre l'appellation État tout simplement, à la tête desquels nous allons permettre qu'il y ait des élections et donc des gouverneurs élus avec rang de chef d'État et leur permettre une forte autonomie tout simplement. Est-ce que justement cette configuration ne veut pas remettre en cause la force de l'État? Parce que ce que vous dites, c'est qu'on aura des chefs d'État dans chacun des districts de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne va pas remettre en cause la force de l'État, l'État central, comme cela est aujourd'hui? Oh non, je ne pense pas. Parce que même déjà, les pays qui ont adopté ce système d'État unitaire, les problèmes sont là. Mais quand vous observez, vous faites des comparaisons, il y a mieux ailleurs. Et ailleurs, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Ça ne va pas remettre en cause le pouvoir d'État. Mieux, comme je venais de le dire, ça va permettre qu'il y ait un bon partage de pouvoir tout simplement. Et mieux responsabiliser les populations, les gouvernants qui vont gérer ces districts-là, qui vont prendre l'appellation d'État. Donc pour moi, c'est tout un avantage encore en plus. Alors, votre idée me semble claire, hein, mais j'ai envie de pousser un peu plus loin la réflexion et la question. Aujourd'hui, on a des districts qui ont le pouvoir de coordonner les activités de développement
dans ces zones-là. Oui, oui. Quelle sera la différence, finalement, entre cet État et les districts tels que constitués aujourd'hui? Bon, la différence... Est-ce que vous avez des exemples qui puissent nous permettre de comprendre? Bon, je ne vais pas parler d'exemples. Je dis juste que la Côte d'Ivoire en République fédérale, ça va permettre de donner à ces districts-là qui vont prendre l'appellation d'État beaucoup plus de force. Vous voyez, quand je dis comme ça qu'il y aura des gouverneurs élus avec rang de chefs d'État, donc ce sont des chefs d'État, ce sont des présidents. Donc ils auront le pouvoir de prendre en main la destinée de leur district, de leur État. Et ces chefs d'État seront élus? Oui, ils seront bien évidemment élus par leur population, pour les rendre légitimes, bien sûr. Et ces chefs d'État-là, comme je l'ai dit, avec le pouvoir qu'ils auront, ils pourront prendre en charge la destinée de leur population, de leur district, de leur région. Déjà qu'en Côte d'Ivoire, vous le savez mieux que moi, les élections en général sont souvent source de conflits. Oui. Déjà, organiser une seule élection présidentielle, on a souvent des échéances qui sont émaillées de violence. Organiser ainsi plus d'une vingtaine d'élections, parce qu'on a un peu plus de districts. Est-ce que vous pensez que c'est une solution finalement? Oui, c'est une solution parce que vous voyez tous ces problèmes que nous avons parlant des élections qui toutefois créent pas mal de bruit, d'accord? Mais ça, c'est le résultat du cumul. Parce que tout est concentré à un seul endroit. 2 ou 3 personnes pour gérer les biens de millions de personnes, vous voyez, ça ne peut pas facilement passer. Donc, décentraliser cela à travers cette République fédérale à venir, là, serait la meilleure idée. La meilleure chose même d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, depuis 2011, tous les villages dans lesquels vivent au moins 100 âmes ont été électrifiés. Si on s'en tient aux chiffres communiqués par le gouvernement, l'État n'a pas eu besoin d'en faire des communes et y créer des mairies. Votre projet de transformer les villages en communes est-il justifié finalement? Oui, c'est justifié parce que si on s'en tient à ce que nous voyons actuellement, voyez-vous, M. Derasouba, le rôle du maire, c'est quoi? C'est avant tout un manager, c'est un administrateur. Il a aussi la responsabilité de créer, pourquoi pas, des richesses. D'accord? Mais si on dit que le maire, c'est un manager avant tout, bon, prenez dans le cadre managérial, est-ce qu'un artiste, quand il a les milliards, quand il a tout ce qu'il veut, c'est en ce moment-là qu'il doit avoir besoin d'un manager? Je dis non. Le manager, c'est dès le départ. Et pour permettre à ce qu'il y ait... On peut avoir beaucoup de moyens et puis avoir besoin d'être encadré. Hein. Il y a de grosses pointures de la musique à l'international, puisque c'est cet exemple que vous prenez, qui sont encadrés par de grands labels. Oui, mais en ce moment, on parlera d'assistance. On parlera d'assistance. Si vous voulez, voilà, oui. On parlera d'assistance parce que le manager, c'est celui qui établit d'abord une vision, qui a un plan et qu'avec ce plan-là, il essaie de valoriser son produit, d'où son artiste ou alors les populations. Donc nous pensons qu'en l'état actuel des choses, et l'époque aujourd'hui l'exige même, parce qu'un village est avant tout appelé à connaître un développement, d'accord? Et donc, on ne pourrait pas attendre qu'il y ait un certain nombre d'habitants, une certaine infrastructure. Non, on ne peut plus attendre ça. Il faut permettre à ce que, dès le départ, même si c'est 10 habitants par village, qu'il y ait un maire. Oui, c'est possible. Pour que dans la boue, là, ce maire-là ait cette responsabilité. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, oui, mais c'est aussi de nouvelles charges. De nouvelles charges, oui et non à la fois. Oui et non à la fois. De nouvelles charges, oui, certainement. Mais ce ne sont pas des charges qu'on ne pourrait pas supporter non plus, parce que tout est question de stratégie. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut véritablement qu'il y ait dans chaque village un maire élu pour que dès le départ, avec ce maire-là, avec les villageois, ils puissent penser l'avenir de leur village. Mais mieux, derrière ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Après au Côte d'Ivoire, nous disons comme ça, il faut développer les mentalités. Du coup, il faut les changer. En faisant en sorte qu'il y ait dans chaque village une mairie et donc des maires élus, c'est permettre aux citoyens, aux Ivoiriens, aux populations de prendre leur développement en charge et ne plus attendre tout de l'État, tout des ministres, bref, tout ce que vous savez déjà. Du coup, ils ont la mairie et même si vous pensez que ce n'est pas possible à réaliser, mais ça se fait même déjà. C'est pas moi qui pense, moi je vous pose des questions. Oui, mais je suppose que vous pourrez peut-être poser cette question après, mais c'est faisable parce que déjà ça existe. Vous allez voir les villageois qui se cotisent pour construire des écoles. Vous allez voir ces mêmes villageois qui se cotisent pour construire des maisons pour mettre dispensaires, infirmeries, etc. Or, c'est prévu pour que les mairies, sinon les maires fassent ça. Mais les villageois font ça déjà. Donc, ça vient juste pour couronner, ça vient juste pour reconnaître leurs efforts et donc officialiser cela et permettre un développement assez rapide mais efficace aussi de ces villages-là. On a combien de villages en Côte d'Ivoire? Moi, je dirais plutôt villes et villages. On avoisine les 9011, mais les chiffres sont bons. Voilà. C'est ce que je peux dire là-dessus. Et où trouver cet argent-là, finalement, pour transformer le régime actuel dans un État fédéral et ensuite pour transformer, pour ériger tous les villages en communes? Où on trouve cet argent? Est-ce que vous avez essayé de budgétiser ce que ce projet pourrait vous coûter?
Oui, bien sûr, nous l'avons fait, mais nous continuons de travailler là-dessus. Mais parlant de moi, vous savez, aujourd'hui, quand on dit qu'un pays est riche, d'accord, mais qui fait cette richesse? Ce sont les populations. Nous, c'est des propositions que nous faisons et nous pensons que c'est réalisable. Donc, il faut juste associer les populations. Ces moyens dont nous sommes en train de parler, ça viendra des populations, ça viendra de nous tous d'ailleurs. Vu que les populations acceptent cette idée, eh bien, on va trouver les moyens. Mais pour accepter une idée, il faut y travailler, il faut la challenger, il faut la chiffrer. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est ce que nous faisons. Pour l'instant, on ne va pas avancer des chiffres ici, mais nous continuons de travailler là-dessus. Une autre idée qui a attiré notre attention, vous souhaitez délocaliser certains ministères dans des villes de l'intérieur du pays. Pourquoi? Déjà, quand on parle de ministre, c'est lui-même qui est au service du peuple, d'accord? Mais vous voyez, à Abidjan, il y a trop de concentration. Pour ne même pas dire trop, c'est plus que trop, si je peux me permettre de dire ça. Donc, il faut rapprocher véritablement l'administration des populations, de sorte à ce que ce développement qu'on veut là soit optimal, au fait. Mais vous voyez ce que vous venez de citer, ça, c'est au début, hein, en 2020. Mais ça a évolué. C'est une idée qui a évolué? Voilà, ça a évolué parce que quand on parle de République fédérale, ça ne sera plus à nous de déplacer les ministères puisque un État, enfin, une entité fédérée, d'accord, aura sa propre gouvernance, son propre gouvernement. Et puis bon, ça leur reviendra de faire ce qu'il faut concernant les ministères. Dans un État fédéral aussi, il y a beaucoup de charges. Hein, à la tête de chaque État, il y a le chef de l'État, il y a son gouvernement, il y a le gouverneur de la ville et tout le reste. Est-ce que vous ne craignez pas aussi de multiplier les charges dans ces États-là et qui pourraient avoir une répercussion sur la gouvernance nationale? Pas du tout. Cette République fédérale sera taillée sur mesure. On va faire ça à l'ivoirienne, tout simplement. Et déjà, dans notre projet de société, même le gouvernement central, y compris le président, le vice-président, on ne dépassera pas la douzaine. Voilà, ça c'est sûr. Ça sera limité, ça sera géré. Parce que aussi, notre programme de société est de faire en sorte que tout ce qui est budgétivore n'ait plus sa place dans cette République fédérale. D'où même la nécessité pour nous de faire en sorte qu'au pouvoir, aucun gouverneur, vice-gouverneur, ministre, président, vice-président n'ait un budget de souveraineté. Ça, on va supprimer. Voilà. C'est déjà un signal fort. Très bien. Alors, on va parler maintenant de chômage. Le gouvernement actuel estime que le chômage est maîtrisé. Vous, quelles sont vos idées pour réduire le chômage, notamment des jeunes? Déjà, parlant de chômage, c'est sujet à beaucoup de discussions, d'interprétations. Vous voyez, le chômeur, c'est qui? C'est celui qui n'a pas de revenus, c'est celui qui n'a pas d'emploi. D'accord? Mais quand on parle d'emploi, soit on est employé par quelqu'un ou alors on travaille pour soi-même. Bon, qu'est-ce qu'on appelle travail? Est-ce que le ciré de chaussures, ce n'est pas un travail qu'il fait? Est-ce que le cordonnier, ce n'est pas un travail qu'il fait? Je vais juste dire que même nos bricoles que nous faisons, qui peuvent nous permettre de trouver de la nourriture, de payer nos factures, pour moi, c'est un emploi. Donc, en parlant de chômage, je ne vais pas aller sur ce sens. Je vais plutôt dire, le réflexe qui fait qu'on parle tant de chômage, c'est le fait que ce que les gens ont comme activité ne leur permet pas de payer leurs factures, leur loyer, mettre leurs enfants à l'école, se nourrir, se déplacer. Donc, et comment vous inversez la tendance? C'est de tout simplement valoriser ces corps-là. C'est de tout simplement investir, c'est de tout simplement les coacher, les manager. D'où, enfin, je ne vais pas dire d'où, dans notre projet de société, il y a le volet entrepreneurial, d'accord? Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans cette République fédérale, que toute entreprise, tout entrepreneur ait pour premier partenaire la République fédérale de Côte d'Ivoire. Ça va non seulement les aider à avoir plus de force d'assurance, et l'État aura l'obligation, pourquoi pas, de les coacher même au-delà de nos frontières, les vendre au-delà de nos frontières. Donc, l'État, au lieu de rester dans l'attente pour encaisser les impôts, les taxes, mais l'État va s'impliquer dans les projets des entrepreneurs, dans les entreprises, pour qu'il y ait moins d'entreprises fermées à gauche et à droite. Voilà un peu l'idée. Mais on pourrait développer ça après. Est-ce que vous dites, comme le gouvernement actuel, qu'il faut créer des champions nationaux? Est-ce que c'est le prolongement de votre idée? Oui, il faut les créer. Ou il y a une différence? Non, pas forcément. Il faut créer les champions, des champions nationaux. Après, la différence pourrait se situer au niveau des stratégies. Voilà. Vous êtes un entrepreneur autodidacte quand on lit votre parcours. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a un essor de plusieurs PME, des jeunes qui en veulent,
qui se donnent les moyens d'entreprendre et de réussir même. On a plusieurs exemples comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là concernant l'entrepreneuriat? Déjà, félicitations à ces jeunes-là qui se battent au quotidien parce que ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire l'entrepreneuriat. Pour une simple raison qui est que vous voyez, moi, j'ai peut-être cette chance d'avoir mon entreprise. Mais ils sont beaucoup plus nombreux ceux qui cherchent à entreprendre. Mais pour entreprendre, il te faut un local. Il y a ce problème-là qui est là, c'est un obstacle. Vous allez trouver un magasin, vous ne pouvez même pas avoir ça à 100 000 francs. C'est difficile. Et quand vous l'avez d'ailleurs, on vous parle de pas de porte. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un obstacle. Ça freine vraiment l'entrepreneuriat. Vous voyez, ce sont des difficultés que je peux citer. Et même quand tu n'as pas de porte, ça, c'est une chance. Mais le cautionnement, c'est terrible. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois, d'accord? Mais moi, je plaide pour qu'il y ait même, pourquoi pas, 1 mois de cautionnement, même pas d'avance. Ça va aider. Ça va encourager les jeunes à entreprendre et ça va faciliter l'achat de ces entrepreneurs déjà qui existent. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat. Encourager les jeunes vraiment à entreprendre, à ne pas attendre tout de l'État, à ne pas attendre tout du ministre, etc. etc. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Cette fameuse mythique phrase du président Félix Houphouët-Boigny demeure une vérité aujourd'hui. Dans la République fédérale que vous entendez créer, quels seront les autres leviers de croissance de notre économie? Nous allons, pour parler de croissance, il faut déjà qu'il y ait une population avec une nouvelle conscience, d'accord? D'où la formation et la formation. Parce que parlant de croissance, on ne peut pas sauter la formation. Nous estimons que cette génération-là, notre époque-là, concernant le sujet de la formation, il y a beaucoup à refaire. Donc au pouvoir, dans cette République fédérale, nous allons mettre d'abord l'accent sur la formation. Il n'y a que la formation de cette jeunesse-là, de cette population-là, qui va permettre vraiment cette croissance dont nous sommes en train de parler. Mais après, on pourrait développer ça aussi. Alors, vous parlez beaucoup de nos mentalités. Oui, qu'est-ce que vous voulez changer? D'abord, quel est votre diagnostic de la mentalité des Ivoiriens, la mentalité des jeunes Ivoiriens? Quel est votre diagnostic? La mentalité des Ivoiriens en général, l'Ivoirien aime attendre tout de l'autre. Mais parce qu'il y a eu un système politique qui a peut-être montré à cette population que c'est à ce système-là de tout leur donner. Vous voyez, aujourd'hui... Vous voulez parler d'un État-providence? Oui, vous voyez, les Ivoiriens, ils pensent que la réussite qu'ils cherchent, c'est forcément un ministre qui doit lui donner, c'est forcément le président qui doit lui donner, c'est forcément les élus qui doivent, les politiciens qui doivent leur donner. Vous voyez, c'est resté. Et c'est ce que nous voulons changer. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans l'attente. Attente de quoi? Du bonheur. Mais qui viendrait de qui? De leur gouvernant. Sauf que ce bonheur-là, on ne l'a pas au total. Il y a toujours des plaintes. Il y a même eu des crises passées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut toujours rester à attendre tout de l'État? Voilà pourquoi je parle de mentalité. C'est de faire en sorte que l'Ivoirien comprenne que son développement, son succès, sa réussite dépend d'abord de lui-même. Et que ce qu'il attend de l'autre est déjà en lui. Il faut juste lui montrer ses voies-là, ses stratégies pour qu'il puisse mettre ça en pratique. Autrement dit, nous n'avons pas une politique qui va comme ça se balader à gauche, à droite pour promettre de l'or et de l'argent. Non, on va plutôt se mettre ensemble, réfléchir, faire en sorte à trouver chacun son or, chacun son argent. Voilà ce que nous prenons en fait. D'aucuns vous diraient, oui, c'est bien que chacun se prenne en charge, se donne les moyens de réussir en n'attendant pas forcément quelque chose de l'État, mais il faut aussi que l'État crée le cadre de cet épanouissement socio-économique et professionnel. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, ce cadre, il est créé? Déjà, ça s'appelle de l'accompagnement, d'accord? Mais quant à savoir si le cadre il est créé, on va dire qu'il faut l'améliorer, tout simplement. Très bien. Revenons à l'agriculture. Quelle est votre vision, vous, de l'agriculture ivoirienne, vous qui êtes président d'un parti et qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire? Je pense tout simplement qu'il nous faut agir au plus vite, faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en matière d'agriculture et au-delà dans d'autres domaines. Parce que on apprend, pas qu'on apprend, on sait déjà que le succès de ce pays-là repose sur l'agriculture. Donc c'est un secteur porteur, il faut vraiment y apporter de l'attention. Faire en sorte que ça puisse connaître beaucoup plus de croissance, d'accord? Et puis nourrir surtout ceux qui font que l'agriculture tient aujourd'hui. Je vais parler de nos parents paysans, je vais parler des planteurs. Et dans notre programme au niveau de notre parti, nous avons justement prévu faire en sorte qu'au pouvoir, pourquoi pas trouver un moyen, une stratégie qui pourrait faire en sorte que nos parents paysans là, aient des primes, au-delà même de ce qu'ils pourraient retirer sur le prix du cacao, café, anaca, tout ce que vous pouvez citer, mais qu'on fixe des salaires, pourquoi pas,
si vous voulez, des primes à ces paysans-là. Je ne parle pas de tous paysans, les véritables paysans, ceux vraiment qui aident à la croissance de l'agriculture, au développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas impossible, parce que quand vous prenez l'enseignant qui enseigne, à la fin du mois, il a un salaire, pourtant il contribue aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Vous prenez les chauffeurs de bus, vous prenez, en bref, l'administration, les fonctionnaires, ils contribuent à leur manière à l'évolution de la Côte d'Ivoire, ils ont un salaire. Mais voyez-vous là où on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On parle de milliards, de milliards, de milliards. Mais ceux-là, moi j'ai eu la chance, et j'ai toujours cette chance-là d'aller tout près de ces populations-là, de ces planteurs-là. C'est la misère. Pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait? Ceux-mêmes qui font en sorte que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pourquoi ils n'ont pas de primes? Pourquoi ils n'ont pas de salaire? On pourrait parler de cacao qu'on pourrait acheter à 1000 francs, à 2000, à 5000. Déjà que ce n'est pas régulier, pourquoi ne pas s'asseoir et leur trouver des primes par mois? Donc vous comptez instaurer des primes? Bien évidemment. Et cet argent, on le prend où? Vous voyez, ça fait 2 fois que vous posez cette question. Oui, parce que tout est question après de financement. Oui, mais là, moi je dis toujours cet argent dont vous parlez là, c'est aux populations, c'est à nous tous de s'asseoir et de trouver. Ce n'est pas impossible à trouver. Déjà, il y a beaucoup de choses à fermer. Quand on sera au pouvoir, il y a beaucoup d'argent à fermer. Il y a quoi à fermer, par exemple? Tout ce qui est budgétivore. Moi, déjà, j'ai un problème avec le Sénat. Je trouve que ce n'est pas indispensable actuellement. D'accord? On peut prendre le nombre des députés à l'Assemblée nationale. Nous trouvons que c'est trop. Le nombre de députés est trop? Nous trouvons que c'est trop. Dans cette République fédérale... Donc vous envisagez un autre découpage? Oui, en vue de réduire... Dans cette République fédérale, bien sûr, on pourrait aller jusqu'à 90, voire 100 au maximum. Vous voyez, c'est trop. Ministre-gouverneur, c'est lourd. Je peux citer. Et les cumuls de postes, c'est lourd. Vous avez des chefs d'entreprise au compte de l'État, d'accord, qui sont payés à des millions, à des montants vraiment énormes. Il faut diminuer tout ça. Il faut, je veux dire, redresser tout ça. Fermer ce qui a fermé, faire de l'argent. Est-ce qu'en réduisant le nombre de sénateurs, de députés, surtout... Non, on ne va même pas réduire le nombre de sénateurs. Vous ne voulez même pas du Sénat. On ne veut même pas de ça. En réduisant le nombre de députés, en réduisant le nombre dans d'autres administrations, et en ayant une république fédérale, je l'ai rappelé, dans chaque État, il y aura un gouvernement. Est-ce que finalement ce gap que vous voulez réduire, là, on ne va pas le retrouver dans la gestion des États? Non, on ne va pas le retrouver parce que déjà nous avons pensé à tout ça. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes pourraient constituer un cabinet dans un État, dans cette République fédérale? Bien sûr, il y aura le gouverneur, le vice-gouverneur, 3 ministres, d'accord, maximum ça fait 5. Voilà. Bon, ils auront des conseillers, évidemment. Bon, les conseillers, nous n'allons pas prendre ça en charge là comme ça aux frais, voilà. Mais c'est ce que nous avons établi. Gouverneur, vice-gouverneur, 3 ministres, ça fait 5. Déjà, fois 14. Ajouter au maximum aux 12 membres du gouvernement central, vous voyez, c'est encore très peu comparé à des gouvernements de 100 ministres. Il y a même des noms de secrétaires avec rang de ministres, tout ça. Bon, vous voyez, même dans ça, c'est encore peu. Voilà, il ne faut pas seulement regarder ça. Ce que je viens de dire, c'est intéressant. Regardez le budget du Sénat, ce sont des milliards. Quand je parle de réduire le nombre des députés de 255 venir jusqu'à 100, vous voyez, le député, déjà, il est payé à 3 millions. Moi, je trouve que c'est trop, c'est énorme. Le salaire? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Vous auriez proposé combien, vous? Je ne vais pas donner des chiffres. Le député est quand même le représentant de... Oui, mais il est le représentant... de la nation, des populations. Oh, bon, ça, moi, je pense que c'est de non pour certains. Parce que si le député il est vraiment représentant, regardez cette cherté de vie que nous sommes en train de partager. Bon, pendant les élections, ils sont dans les villages, dans les campagnes, votez, moi, je serai vos avocats, je vais vous défendre. Moi, je n'ai jamais vu des coups de poing, même en griffe, à l'Assemblée nationale, parce qu'on a augmenté le riz, on a augmenté l'huile, on a augmenté le loyer, il y a des gens qu'on met au dehors. Bref, moi, je n'ai jamais vu des bruits de députés pour ça. Alors, c'est quoi le rôle du député? C'est de voter les lois, on pourrait vous répondre, c'est de voter les lois. Oui, voter les lois, mais contre qui? Pour qui? En faveur de qui? C'est aussi pour protéger les salaires, il faut le dire aussi. Donc, nous pensons qu'en l'état actuel des choses, dans cette République fédérale que nous allons bâtir là, maximum 100 députés. L'économie des 155 qu'on va sauter là, d'ailleurs, multipliée par 3 millions, ça peut déjà créer 1000 emplois. Vous voyez, il y a un surplus assis sur 1000 emplois. Mais ça ne gêne personne. Quelles sont vos idées pour l'école ivoirienne? Il faut la refaire. Il faut la refaire purement et simplement. La refaire, ça veut dire quoi? Il faut changer le système. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut tout changer ou il y a des choses qui sont bien faites, qu'il faut maintenir ou il faut tout changer? Et tout changer, remplacer par quoi, précisément? Il faut changer le maximum. Déjà, nous pensons que faire 6 ans même à l'école primaire, c'est trop, c'est énorme.
Parce que quand vous prenez les manuels des classes de CP1, CP2, il n'y a pas grande différence, d'accord? Vous prenez CE1, CE2, il n'y a pas grande différence, CM1, CM2, pas grande différence. Ben, pour une question d'argent, je pense, les promoteurs vont faire croire qu'il faut 6 ans. Ben, c'est resté dans nos esprits et nous pensons qu'il faut revoir tout ça. Donc 3 ans, un enfant qui est inscrit à l'école à l'âge de 5 ans, à l'âge de 8 ans, déjà en classe de 6e au collège. Et la pratique, c'est ce que nous allons mettre en avant. Est-ce que vous avez des exemples dans le monde qui ont fonctionné? Bon, je pense que parlant d'exemple, c'est parce que quelqu'un a osé. Et puis après, ça a servi d'exemple. Donc pourquoi pas? Il faut oser. Tout n'est pas exemple, non? On peut oser et puis ça peut ne pas marcher. Hein? Oui, mais si ça n'a pas marché, c'est ça aussi être l'être humain, c'est de reconnaître puis revenir en arrière. Et ça, il n'y a pas de honte à ça, parce qu'il y a d'autres... C'est la vie de millions d'élèves, donc il faut peut-être se lancer dans un projet pilote avant de s'engager sur un chemin comme ça. Monsieur Derasoua, moi, je préfère essayer, je préfère oser, parce que si tous nous sommes d'accord qu'il y a un problème dans le système éducatif, alors c'est le risque qu'on doit prendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, parce que la vie même, c'est un risque. Donc, faire de sorte à ce qu'au lieu de 6 ans, on passe à 3 ans et qu'au collège, ça soit déjà la pratique. Et tenez-vous, non seulement la pratique, on ne va plus se retrouver à apprendre à la fois physique, histoire, toutes ces matières-là, non. Déjà, à partir de l'école primaire, quand on va détecter, déceler par les moyens que nous allons mettre en place, si l'enfant il est fait pour être un homme de droit, bien déjà, en classe de 6e, toute sa formation, ce n'est que le droit. Le droit et le droit. Comme ça, on aura de vrais magistrats, de vrais avocats, et du coup, la démocratie dont on parle là sera dure. D'accord? Au-delà de ça, si nous avons des médecins qu'on détecte assez vite, une fois au collège, c'est la médecine et la médecine, mais rien d'autre. Et ajoutant à ça, il faut qu'on accepte cette fois-ci de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait sa propre langue officielle, nationale. Aujourd'hui, vous voyez, je parle le français, que je ne comprends même pas, d'accord? Mais comment ça, vous ne comprenez pas? Depuis le début de cette émission, vous parlez en français. Je ne suis quand même pas un Français. Donc on est d'accord. Voilà, c'est la langue officielle du pays. Oui, c'est la langue officielle. Encore officielle, est-ce que nous, notre identité ne peut pas nous permettre d'avoir une langue? Ce serait quoi la langue nationale, si vous aviez le pouvoir de décision? Oui, mais par des moyens démocratiques, nous allons trouver les canaux. On va trouver le système, la stratégie, de sorte à ce que ça ne fâche personne, mais que ça devienne la langue de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui... On choisirait dans la 60aine d'ethnies qu'on a en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, ça ne va pas. C'est la Côte d'Ivoire. On va prendre ça dedans. On va trouver les moyens, on va trouver le cadre. C'est une volonté politique. Moi, je vous assure que si nos dévanciers, ceux qui sont là actuellement, ou même qui étaient là, s'ils décident de donner à la Côte d'Ivoire une langue nationale officielle, entre griffes, ça a la seconde. Ce n'est pas impossible. C'est une question de volonté politique. Il faut y croire. Parce que moi, ça me fait quand même mal de parler le français, et puis bon, faire tout en français. Pour une nation comme la Côte d'Ivoire, on l'avait tellement développée, souveraine, prospère, et puis on n'est pas capable d'avoir notre propre langue. Vous voyez, c'est incomplet. Donc je dis souvent comme ça que notre identité est inachevée. Parce que l'identité d'une nation, ça va avec son ethnie. Quand vous prenez le français, parle le français, l'américain parle l'anglais, le russe parle... Mais nous, on parle quoi? Et on parle de développement, on parle de souveraineté, on parle de prospérité. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, il faudrait qu'on s'asseye là maintenant, réfléchir sérieusement de faire en sorte qu'il y ait une langue nationale. Et au pouvoir, nous allons permettre ça dans le système éducatif. Ça sera inclus et supprimer même des matières. Il faut retirer des matières qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Lesquelles, par exemple? Quelqu'un m'a fait rire comme ça sur les réseaux sociaux. Il dit à l'école, on a pris à dessiner avec le compas, mais aujourd'hui, le compas, à quoi ça sert? Vous voyez? C'est pour dire qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir sereinement, d'accord? Les mathématiciens n'apprécieront pas ce commentaire parce que pour eux, le compas sert forcément à quelque chose. Non, ces mathématiciens, s'ils sont des vrais mathématiciens, ils vont comprendre que je suis en train de faire une caricature. Une image, voilà, c'est une image. Mais je vais juste dire qu'on va aller à l'essentiel. Hein. Et d'ailleurs, au pouvoir, nous allons faire en sorte qu'il y ait des assises, qu'il y ait des réflexions, même si ça doit prendre 3 mois, 5 mois, 6 mois dans le domaine éducatif, nous allons mener ça pour définir d'ici 20 ans, 50 ans, 100 ans, ce que la Côte d'Ivoire veut. Et en fonction de ça, nous allons créer nos surdoués, nous allons créer nos champions nationaux. Mais tout est dans le départ, au fait. Donc, c'est à ça que moi, j'invite les populations ivoiriennes, faire en sorte qu'on soit au pouvoir. Et puis, pourquoi pas réussir ça, il faut oser, il faut essayer. Pour arriver au pouvoir, il faut que la candidature du candidat soit retenue, ne soit pas rejetée par le Conseil constitutionnel. Exact. Sauf qu'en 2020, votre candidature a été rejetée. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Juste ce qu'il faut pour faire en sorte que cette fois-ci, elle soit validée. Quelle est la différence cette fois-ci en 2020? On va dire manque d'expérience en 2020, d'accord. Bon, toujours en griffe, hein. Et que, bon, cette fois-ci, on prendra toutes les mesures. Et puis, bon, la candidature... Parce que déjà, en 2020, on a eu tout ce qu'il fallait. Hein. Voilà. Ce qui nous a fait défaut, c'était
le reçu du cautionnement. Parce qu'on a passé là tout le temps à se balader, on ne savait même pas où il fallait payer. On est arrivé à la maître de Cocody, il dit, ne savait pas où ça y est. Donc on se baladait. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne voulait même pas qu'on sache là où on donne l'argent au juste. Donc on a pensé que peut-être il fallait, comme on parle du trésor, trouver le numéro du trésor sur le net, faire un dépôt et puis bon, le tour est joué. Une direction générale du trésor public je vous assure, on s'est même rendu là-bas. Et les personnes qui nous ont reçus, ils vont certainement suivre l'émission, ils vont s'en souvenir. Ils disaient qu'ils ne savent pas où ça est, de quoi on parle. Oui. Bon, bref. C'est quand même étrange. Oui, voilà. On a juste tiré des leçons, mais après, il ne faut pas les accuser eux. Cette responsabilité est partagée. Il faut le reconnaître, il n'y a pas de honte. Voilà, il n'y avait pas d'expérience. Mais je pense que nous avons appris beaucoup sur ça et nous sommes prêts. Et justement, quand il n'y a pas de... Moi, j'aime bien quand vous dites qu'il n'y a pas de honte, il faut s'inspirer des expériences passées. Oui. Il y en a qui estiment qu'avant de briguer la magistrature suprême, il faut peut-être commencer par des postes électifs au niveau local, mairie, députation. Mais vous, tout de suite, vous rêvez très grand, vous dites, moi, je veux directement aller au plus haut, diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce que cet objectif n'est pas démesuré ? Non, ce n'est pas démesuré parce que ceux déjà qui ont été députés, mais avant d'être président ou ministre, si c'est vraiment la voie à suivre, bon, pourquoi est-ce que même nous, on voudrait être au pouvoir, on voudrait gouverner? C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Et puis après, ce n'est pas le fait de briguer tous ces postes-là qui fait de toi le candidat idéal ou alors la force qu'il faut pour la nation. Non, pas du tout. Sinon, alors, pourquoi est-ce qu'on a devant, enfin, à bord des véhicules, des conducteurs qui ne savent même pas lire et écrire, mais pourtant ils conduisent mieux même que celui qui sait écrire. Vous voyez? Bon, ça reste à voir. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu des chauffeurs qui ne savent ni lire et écrire, mais pourtant ils conduisent très bien. Voilà, ils conduisent très bien. Donc tout n'est pas dans le fait qu'il faille qu'on ait des postes électifs d'abord avant d'être président. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette philosophie-là. Voilà. En 2025, ça y est, c'est décidé, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est plus que décidé. Quelle analyse faites-vous des enjeux autour de cette élection présidentielle? C'est gérable, c'est tenable. Nous avons notre place. Non, je ne parle pas de vous, je parle de l'environnement général. L'environnement général, bon, déjà c'est général. Sur la scène politique, il y a quelques tensions entre partis au pouvoir et partis d'opposition. Bon, il y a souvent des passes d'armes. Oui, bien sûr, mais nous regrettons cela parce que nous pensons que la politique doit être élégante, d'accord? Et je le dis comme ça, la politique, quand ça se trouve aux mains de personnes impatientes, c'est un danger. Quand la politique se trouve aux mains de personnes qui ne veulent pas partager, c'est un danger. Quand la politique est devant des personnes qui veulent prendre des raccourcis pour la mener, c'est un danger. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est de faire en sorte que tout ça, ça prenne fin en prenant le pouvoir par les unes, bien évidemment. Parce que ces tensions-là ne sont pas simples, nous le savons. Ces tensions ont leur source dans ces crises-là que la Côte d'Ivoire a traversées. Et aujourd'hui, nous en vivons les séquelles. C'est bien dommage. Toutes ces figures que nous avons, d'une manière ou d'une autre, les gens les ont indexées. Ils ont tort, ils ont raison, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est le bruit que tout le monde sait. Voilà, ça s'accuse mutuellement. Personne ne fait confiance en son ami. Il y a un problème d'ego, de pouvoir. C'est moi qui ai beaucoup d'argent, c'est moi le plus riche, c'est moi que la Côte d'Ivoire aime, c'est à moi on paye le cautionnement. Bon, tout ce mélange-là, où est-ce que ça va nous mener? C'est pourquoi pour Côte d'Ivoire existe justement. C'est l'une de nos motivations. Voilà. Loin de nous de dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne candidater. Non, ce n'est pas ça le sujet. Voilà. C'est juste d'aller affronter ces personnes-là à la régulière, via les unes, les battre, s'asseoir et puis faire taire tout ça. Je dis même que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un problème de visage. Vous voyez, c'est bien... Un problème de visage. Expliquez-nous. Je l'explique parce que bien souvent, les journalistes que vous êtes, vous parlez de projets de société et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Moi, je l'encourage parce que nous en avons. D'accord? Mais est-ce que honnêtement, l'Ivoirien, il n'a même pas le temps d'écouter ce que tu dis? Nous sommes en train de parler. Seront combien qui vont retenir ce que c'est qu'une république fédérale? On ne sait pas, mais on espère. Mais donc, c'est quoi le sujet? Le sujet, là, c'est de faire, d'adorer, entre griffes, leur leader, c'est-à-dire leur projet de société, ça se résume à la personne de leur leader. Les partis politiques en Côte d'Ivoire ont leurs militants, mais ces militants-là ne s'intéressent pas véritablement au projet. Ils peuvent le dire pour le dire, mais leur vrai projet, c'est leur leader. Si lui n'est pas là, rien ne doit bouger. C'est dommage. Je parlais de mentalité tout à l'heure, et c'est ce qu'on doit changer. Il ne faudrait plus qu'on regarde le leader parce que c'est le leader. Parce qu'un leader même, si tu es leader et puis tu es indispensable, tu n'es pas un leader. Le leader, c'est celui qui peut disparaître à tout moment et puis ça évolue, ça continue. Mais en l'état actuel des choses, ce sont des problèmes de personne. Ou c'est mon leader ou c'est rien. Il y a des gens qui se font appeler c'est temps ou rien. Bon, c'est dangereux.
C'est dangereux. Donc, c'est pourquoi je suis en train de le dire comme ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce qui crée ces tensions-là, ce sont justement ces visages-là. Ce sont ces visages qui créent ces tensions. Et toutefois que ces visages-là seront sur la scène politique de cette façon, on ne va pas résoudre ce problème. Mais ce sont des Ivoiriens dans lesquels beaucoup d'autres Ivoiriens se reconnaissent. Donc comment... Oui, mais ils se reconnaissent justement, et c'est ça qui est le mal. Il faut se reconnaître dans le projet de société et non dans l'individu, parce que l'individu, il peut se tromper. De bonne foi même d'ailleurs. Et c'est ce que l'Africain a passé son temps à faire. Et aujourd'hui, ça nous a mené des guerres partout, des rébellions par-ci, des mauvaises foi par-là. Et donc, on ne va pas s'en sortir comme ça tant qu'on ne change pas ces mentalités pour suivre plutôt les projets de société. En tout cas, nous, à Pro-Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire de M. Fieni Kofi Kevin, c'est une affaire de projet de société. Que je ne sois pas là demain, ça va évoluer parce que ce sont les textes et c'est ce qu'il faut suivre. Loin de nous l'idée de faire plaisir au leader. Non, il faut faire plaisir au leader en lui montrant que tu es notre leader, ce que tu as inculqué, ce que tu as enseigné. Sans toi, nous pouvons avancer. S'il y a un mot qui revient bien souvent dans le lexique politique ivoirien, c'est le mot réconciliation. Que dites-vous de la réconciliation? Moi, je pense que c'est un fonds de commerce politique. On doit réconcilier qui? Ça veut dire quoi? Selon vous, il n'y a pas de problème de réconciliation en Côte d'Ivoire? Il n'y a aucun problème de réconciliation entre les Ivoiriens. Les personnes qui doivent se réconcilier, ce sont les politiciens. Parce que quand l'Ivoirien sort avec son coup de poing là, qui a donné l'ordre? Voilà, pas d'ordre, pas de population dans les rues. Ça vient toujours de quelque part. Enfin, il faudrait qu'on puisse résoudre ça. Je vais juste dire que ceux qui doivent se réconcilier entre eux là, ce sont les politiciens. Une fois que les politiciens arrivent à se surpasser, à se dépasser, mettre l'ego, l'orgueil, les esprits de vengeance, de mauvaise foi, si tout ça là, ça quitte, la Côte d'Ivoire est tranquille. Donc la tension, ce sont les leaders politiques. Ce n'est pas les populations. Voilà. Moi, bien souvent, j'entends qu'on dise qu'il faudrait qu'il y ait la paix comme ça pour qu'on ait le travail. Il faudrait qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. Mais écoutez, M. Derasouba, la paix, ce n'est pas au départ, ce n'est pas au début. C'est le fait qu'on ait une population au travail, une population où le pouvoir d'achat est acceptable. Donc, c'est tout ce confort-là qui installe la paix. La paix, ce n'est pas un matériel qu'on achète. La paix vient après. Voilà. On dit qu'il faut qu'il y ait la paix pour ne pas qu'il y ait la guerre. Non. Vous voyez un peu cette nuance-là. Voilà. Très bien. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. D'accord. Ce sera juste après ceci. La question des internautes. La toute première question nous vient de... On va le découvrir. Ben Ali Ouattara. Pourquoi, en tant que président d'un parti, avez-vous soutenu un candidat indépendant au conseil régional dans le Gontogo alors? Expliquez-nous. Vous savez, je venais de le dire, je n'ai pas soutenu la personne du candidat. C'est son projet que j'ai soutenu. C'est différent. Donc, je ne l'ai pas soutenu, lui, en tant que personne physique. C'est son projet. Voilà. Peut-être que la reformulation de la question de l'internaute, c'est de dire, mais vous êtes président d'un parti, pourquoi vous n'avez pas présenté de candidat ou vous ne vous êtes pas présenté vous-même? Non, parce que j'ai jugé que ce n'était pas... favorable, c'était pas utile. Voilà. Moi, je vise d'autres choses, donc je n'avais pas à aller me battre pour des questions de mairie et autres. Très bien. Voilà. Prochaine question. La prochaine question est de Kouman Rodrigue. Combien d'États comptez-vous composer la Côte d'Ivoire et comment seront-ils financés? Dans cet État fédéral, on aura combien d'États? Je l'ai dit, hein, ce sont les 14 districts que nous allons transformer en États. Et bon, ces districts vont prendre l'appellation État. D'accord. Et ces moyens-là, c'est à la Côte d'Ivoire, c'est aux populations. Il y a de la richesse en Côte d'Ivoire. Il y a les moyens, nous allons les trouver. Voilà. Très bien, on poursuit. Prochaine question. Fofi Alassane, comment comptez-vous réduire le chômage des jeunes? On en a parlé rapidement, mais peut-être que l'internaute n'a pas suivi. D'accord, par la formation et puis par l'investissement massif de l'État fédéral à venir de Côte d'Ivoire dans les entreprises. Vous faites faire de l'État de Côte d'Ivoire les premiers partenaires des entrepreneurs, encore par la formation. On poursuit avec les questions. Koudognon Hervé, que pensez-vous du parrainage citoyen? Êtes-vous prêt à cocher cette case? Oui, je pense que c'est utile. Ça permet au candidat lui-même de se mesurer, de se jauger, de se tester, de voir sa capacité réelle. En 2020, vous avez réussi à avoir tous les parrainages? Moi, j'ai eu mes parrainages, oui, je les ai bien eus. Et cette année, vous êtes sur la bonne voie? Ça n'a pas été facile, mais je les ai eus. Oui, sur la bonne voie. Très bien. Je crois que la période des parrainages, c'est pour autour du mois de juin-juillet. D'accord. Prochaine question. Gaussou Abdoul, quel est votre plan pour stimuler la croissance économique? Ça revient toujours à la formation.
Ça revient à la formation et puis à la bonne gestion, tout simplement. Et justement, valoriser tout ce qui pourrait amener les jeunes à se prendre en charge par l'entrepreneuriat, par l'auto-emploi, en utilisant le mécanisme culturel comme le cinéma. Pourquoi pas montrer beaucoup plus de films qui donnent envie d'entreprendre, même au niveau de la musique. Voyez-vous, aujourd'hui, la musique, pour certains artistes, c'est bien regrettable parce que c'est une question de fesses, désolé de le dire comme ça. Et les paroles, on ne sait pas de quoi on parle, c'est dénudé partout, alors que c'est un canal qu'on peut vraiment utiliser pour stimuler justement, je vais dire, l'économie. D'accord ? L'économie, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont au travail. Mais si ces personnes-là n'ont pas des références exemplaires, il n'y aura pas d'économie non plus. Parce que même, M. Diarra-Souba, si on vous donne 1 milliard aujourd'hui, que vous avez passé tout votre temps à regarder des fesses, vous avez passé tout votre temps à suivre la médiocrité, mais en une seconde, vous dilapidez. Donc, on parlera de quelle économie? Voilà. Prochaine et dernière question. Est-ce que vous avez le coffre pour diriger la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai plus que le coffre. Vous avez quoi? Qu'est-ce qui est plus que le coffre? J'ai ma conviction, ma détermination. C'est déjà suffisant. Et puis mon amour pour la Côte d'Ivoire, d'où le nom de notre parti Pro-Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire, seulement pour la Côte d'Ivoire et pas pour un être humain. Fieni Kofi Kevin, est-ce que vous avez le sentiment, au terme de cet entretien, que vous avez répondu à toutes nos questions sans réserve? J'ai répondu à toutes vos questions sans réserve. Bonne chance. Merci. Pour la suite de votre carrière politique. Merci. Et pour la prochaine présidentielle. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.